Le concept de soi consiste en une série de croyances qu'une personne adopte vis-à-vis d'elle-même. Nous avons des croyances sur notre corps, notre apparence, notre intelligence, notre capacité à avoir des amis. De la même façon, les représentations de soi peuvent être différentes selon les domaines pour une même personne. Différents modèles théoriques ont abordé le concept de soi. La question du soi a été abordée depuis plus d'un siècle par différents auteurs comme Baldwin, James, Cooley, Mead. On peut regrouper leurs travaux sous une approche psychosociale. En effet, ces auteurs ont abordé la construction du soi en tenant compte de l'environnement social et des interactions avec les autres. D'autres auteurs ont inscrit leur conceptualisation du soi dans une approche psychanalytique. On peut citer les principaux, Freud et Winnicott. Ces auteurs se sont plutôt centrés sur les pulsions et les affects dans la construction du soi. Au début des années 70, d'autres auteurs ont plutôt cherché à décrire et expliquer comment se développe la perception de soi et l'estime de soi de l'enfance à l'adolescence, en tenant compte de l'environnement social. Un des modèles les plus récents de ce courant est celui de Susan Harter. Ce modèle est une approche à la fois cognitive et sociale du soi. Elle s'est inspirée à la fois du modèle de James et Cooley que nous avons cité dans la diapo à propos de l'approche psychosociale. Enfin, pour la psychologie positive, le concept de soi, l'estime de soi sont des concepts centraux. Je rappelle que la psychologie positive est l'étude des conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. Après avoir fait le tour des différentes approches théoriques du concept de soi, examinons maintenant quelles sont les étapes développementales du soi. Durant la petite enfance, la description du soi par les enfants est concrète. Elle fait référence à des comportements comme je suis sage, des émotions, je suis joyeux, des goûts, j'aime le foot. Ces descriptions s'appuient sur des éléments qui sont observables. Je cours vite. À cet âge-là, l'enfant ne va pas se décrire comme un sportif, mais comme quelqu'un qui court vite. Autre caractéristique du soi à cet âge, une auto-évaluation positive du soi, ce que les auteurs ont appelé le biais d'évaluation positive. À cet âge, les enfants n'ont pas encore une capacité à modérer et équilibrer leur auto-évaluation. Ils ont tendance à surestimer leur vision de soi. Les chercheurs estiment que ce n'est que vers 7-8 ans que la vision réaliste du soi est possible. Jusque-là, les enfants ne différencient pas le soi réel du soi idéal. Entre 5 et 7 ans, on n'observe pas de grande différence par rapport à la période précédente. L'enfant commence à se rendre compte que les parents, les enseignants, ont un point de vue sur lui et ses comportements. Cependant, de nombreuses études, dont celle de Harter en 1984, ont montré qu'à cette période développementale, les enfants ne sont pas capables de prédire leurs compétences. Lorsqu'on croise la perception que ces enfants ont d'eux-mêmes et la perception que les enseignants ont de ces enfants, il y a peu de correspondance entre les deux. Il y a deux hypothèses pour comprendre le manque de réalisme des enfants de cet âge envers leur représentation. On peut invoquer des limites liées à leur développement cognitif, ce qui est une hypothèse qui fait valoir des facteurs internes. Mais on peut aussi invoquer le manque de feedback de la part des enseignants pour les enfants de cet âge. Les enfants n'auraient pas assez d'éléments de la part de leur entourage pour s'en saisir et s'en faire une représentation.
On est alors dans une hypothèse interactionniste. À cet âge, la description de soi reste concrète et peu globale. L'enfant dira pour se décrire « j'aime courir » plutôt que « je suis un sportif ». Ces descriptions de soi sont concrètes, liées à des comportements, des compétences simples ou des émotions, des goûts, des préférences. Enfin, d'autres études ont montré que les enfants de cet âge perçoivent leurs compétences de façon plus positive que la perception qu'en ont les enseignants. C'est ce que les chercheurs ont appelé le biais positif ou le biais de complaisance. À cet âge, il n'y a pas de perception contrastée, pas de distinction non plus entre soi réel et soi idéal. Jusqu'à 7 ans, les enfants recherchent plus à imiter les autres qu'à se comparer à eux pour s'auto-évaluer. Enfin, on notera encore à cette période l'importance du regard des parents et des enseignants dans la construction du concept de soi. Entre 7 et 12 ans, les enfants ont déjà construit des perceptions de soi. Mais l'école primaire est une nouvelle entrée dans les apprentissages qui va les modifier. Tout le long de l'école primaire, les enfants vont connaître des réussites ou des échecs qui vont avoir des conséquences sur leur perception de soi. À cette période développementale, le soi devient plus abstrait, comparatif et commence à être généralisé. Selon l'Écuyer, dès 8 ans, les enfants ont des perceptions différenciées de soi selon les domaines, en même temps qu'ils développent aussi une vision plus globale, plus synthétique de soi. Selon Harter, c'est à partir de cet âge que l'on peut estimer que l'enfant est capable de porter un regard critique sur lui. Il est capable d'attribuer une valeur au soi, il a une idée de sa valeur en tant que personne, qui sera plus ou moins positive selon les cas. C'est le début du développement de l'estime de soi, un concept que nous examinerons plus en détail un peu plus loin dans le cours. À cet âge, les enfants ont construit les capacités cognitives qui leur permettent d'utiliser des catégories pour se décrire. Ils peuvent se catégoriser en fonction des activités et les hiérarchiser selon leurs difficultés. Ils savent qu'ils ont des réactions différentes en fonction des situations. Les comparaisons sociales se multiplient. Les chercheurs considèrent qu'à cet âge, le développement cognitif des enfants leur permet de se comparer aux autres. Or, la comparaison sociale est un processus nécessaire à la construction du soi, comme nous le verrons un peu plus tard dans ce cours. Il faut dire que l'école est un environnement propice à la comparaison. À cet âge, les enfants ont également construit les capacités cognitives pour internaliser les évaluations d'autrui. L'approbation et désapprobation parentale déterminent fortement la formation d'une estime de soi. Mais le regard et les feedbacks des enseignants ont aussi un rôle important sur le développement de cette estime de soi pendant toute cette période d'école primaire. La période de l'école primaire est une période très importante dans la construction du soi, notamment dans ses aspects scolaires. On sait que la façon dont les élèves abordent le collège, avec plus ou moins de confiance dans leurs compétences scolaires, est déterminante pour réussir leur adaptation dans ce nouveau contexte. L'adolescence est une période de changement important chez les jeunes, que ce soit sur le plan corporel, social ou cognitif. Ces transformations ont des conséquences importantes sur leur perception de soi. Les jeunes adolescents deviennent de plus en plus sensibles aux opinions et aux standards des autres. Ce n'est plus le regard des parents ou des enseignants qui est dominant, mais les pairs qui vont devenir une source d'information dans leur soi miroir. Ils vont choisir, dans leur entourage,
des personnes significatives auxquelles ils voudront se comparer. Entre 12 et 13 ans, les jeunes sont très sensibles aux standards fournis par leur père. L'effet miroir de Coulé, que nous examinerons plus tard dans ce cours, est un déterminant important de la construction de leur soi. Ils recherchent chez les autres des standards à internaliser. Mais la comparaison aux autres les rend aussi conscients qu'il existe des normes et des opinions diverses autour de lui. Ils peuvent alors éprouver de la confusion dans leur propre évaluation. Cette confusion peut être à l'origine de leur indécision, de leur comportement imprévisible ou de leur changement d'humeur. À partir de 17 ans, les adolescents n'ont plus les mêmes difficultés pour internaliser leurs standards, leurs croyances personnelles. Le développement cognitif leur permet, par l'abstraction, d'avoir des connaissances abstraites de soi et ils sont en mesure d'intégrer des informations contradictoires et les dépasser. Ils imaginent aussi plus facilement leur soi futur possible. Mais c'est une période qui reste celle de l'incertitude, de la recherche de l'autodétermination, de l'affirmation d'un soi remanié. Les schémas de soi sont des croyances sur soi-même qui guident le traitement de l'information sur soi. La quantité d'informations sociales qui se présentent à une personne excède ce que cette personne peut traiter cognitivement. Ce que nous retenons comme information est le fruit d'une sélection. Mais cette sélection ne se fait pas au hasard. Elle dépend de structures cognitives appelées schémas. Les schémas de soi sont des généralisations de connaissances issues d'expériences passées qui guident le traitement de l'information relative à soi. Ces connaissances peuvent être générales, comme « je suis une bonne élève », ou spécifiques, issues d'expériences spécifiques. Je suis quelqu'un qui parle à son voisin quand la maîtresse explique une leçon. Ils correspondent à des configurations de comportement qui ont été observées suffisamment souvent pour que se constitue une structure cognitive de soi. Les schémas de soi sont des sous-ensembles de ce que la psychologie cognitive appelle les schémas, c'est-à-dire des structures cognitives. La définition d'une structure cognitive est la suivante. Ce sont des unités d'information ou de connaissances qui forment une structure cognitive si elles sont organisées par des interconnexions entre leurs composants. Ce sont des structures organisées de connaissances qui jouent le rôle de cadre conceptuel. La quantité d'informations qui se présente à un individu excède ce qu'il peut traiter cognitivement. Ce qu'il apprend est donc le résultat d'une sélection. Mais cette sélection ne se fait pas au hasard, mais dépend de structures cognitives appelées des schémas. Un schéma organise donc et guide la perception. Il influence l'attention et la mémorisation. Par exemple, une personne qui se perçoit comme sportive aura tendance à privilégier les informations qui lui renvoient des éléments propres à cette image de sportif. On dira de cette personne qu'elle est schématique sur la dimension sport. De même qu'une personne qui a un schéma de soi corporel, qui se perçoit comme une personne grosse ou maigre, aura tendance à privilégier les informations qui lui renvoient des éléments sur cette dimension corporelle. On dira de cette personne qu'elle est schématique sur la dimension du corps. Autre exemple, certains chercheurs émettent l'hypothèse
que les personnes dépressives sont des personnes qui ont développé un schéma de soi qui ne filtre ou ne donne une importance accrue qu'aux informations négatives. Mais regardons ce qui nous intéresse ici dans le contexte scolaire et posons-nous la question suivante. Existe-t-il un schéma de soi de réussite scolaire et existe-t-il un schéma de soi d'échec scolaire? S'il existe un schéma de soi d'échec scolaire, cela signifierait que les élèves en difficulté qui possèdent un tel schéma de soi renforceraient leur image négative de soi chaque fois qu'ils sont en difficulté ou qu'ils reçoivent une information négative d'eux sur le plan scolaire. On peut, par exemple, penser aux mauvaises notes. Et en revanche, s'il existe un schéma de soi de réussite scolaire, cela signifierait que les élèves en réussite qui posséderaient un tel schéma renforceraient leur image positive d'eux-mêmes chaque fois qu'ils seront en réussite ou qu'ils auront de bonnes notes. Pour vérifier l'existence de tels schémas, voici l'expérience qui a été mise en place. On présente sur un écran d'ordinateur différents mots et on demande aux élèves de dire si ces mots sont autodescriptifs ou pas. On évalue ensuite le temps écoulé entre la présentation du mot et la réponse fournie par le sujet. Ce temps est ce qu'on appelle le temps de latence, c'est-à-dire le temps que l'élève met à répondre que le mot est bien autodescriptif. Parmi ces mots, certains ont trait à la réussite scolaire et d'autres à l'échec scolaire. Parmi les élèves de l'expérimentation, il y a deux groupes. Le groupe des élèves en réussite et le groupe des élèves en échec. On présente les deux catégories de mots, mots réussite et mots échec, aux deux groupes, au groupe d'élèves en réussite et au groupe d'élèves en échec. Le graphique suivant représente les résultats de cette expérimentation. Sur ce graphique, à gauche, vous trouvez le temps de latence correspondant au mot de réussite. À droite, le temps de latence correspondant au mot d'échec. Devant, en rose, le résultat pour le groupe élèves en échec et derrière, en rose foncé, le résultat pour le groupe élèves en réussite. Regardons dans un premier temps les résultats correspondant au mot réussite à gauche. Le temps de latence pour le groupe réussite en rose foncé est significativement plus bas que celui du groupe échec en rose pâle devant. Les élèves en réussite ont répondu beaucoup plus vite au mot réussite. Cette différence est significative entre le groupe réussite et le groupe échec. Pour le groupe réussite, le temps de latence est très court. On peut donc en conclure qu'il existe un schéma de soi de la réussite scolaire. Regardons maintenant les résultats pour les mots échec à droite. Les deux groupes ne se différencient pas. Même si le groupe échec semble présenter un temps de latence légèrement supérieur, cette différence n'est statistiquement pas significative. Les élèves en échec ne répondent pas plus vite que les élèves en réussite au mot d'échec. Le groupe réussite a identifié les mots réussite
comme autodescriptif dans un délai de temps significativement plus court que le délai du groupe échec. Or, quand les informations sont traitées plus rapidement, on peut considérer qu'il existe un schéma de soi, car cela signifie que l'élève n'hésite pas à se reconnaître dans ces mots. On peut donc déduire de cette expérience qu'il existe bien un schéma de soi de réussite scolaire. En revanche, il n'y a pas de différence entre les deux groupes lorsqu'on leur présente des mots relatifs à l'échec scolaire. On peut donc en déduire qu'il n'existe pas de schéma de soi d'échec scolaire.